Islamic State is the most vicious and murderous jihadist regime the world has ever seen. We're talking about the disappearance of women justified in the name of them becoming closer to God. The body of Italian Giulio Regeni was found next to a road on the outskirts of Cairo. Israel was shaken by a few Fajr 5 missiles, which could be counted on the fingers of one's hand. C'est trop souvent comme ça qu'on voit le Moyen-Orient. Mais on est loin du compte. Toujours les fanatismes religieux, les femmes opprimées, les terroristes. Pour commencer, la région n'a pas une seule culture, une seule religion. Elle est vaste, diverse et plurielle. Plusieurs pays de la région accueillent des populations arabes, mais il y a aussi des Turcs, des Iraniens et des Israéliens. L'islam y est né, mais ce n'est pas l'unique identité de la région. Le Moyen-Orient ne réunit pas le quart des musulmans de la planète, qui sont surtout en Asie du Sud-Est. Nombreuses sont les minorités religieuses éparpillées dans la région, les chrétiens maronites, les coptes, les syriaques, les chaldéens, les alévis aussi. Et puis il y a les juifs, en Israël, mais pas seulement. L'islam n'est pas unique et unifié, deux traditions majoritaires existent. Il y a les sunnites et les chiites. Sunnites et chiites ne s'opposent pas frontalement. Et là où ils s'opposent, c'est avant tout pour des raisons politiques. Les populations ne vivent pas segmentées. Des écoles doctrinales différentes au sein de chacune de ces traditions existent. Tout cela remet en cause l'idée qu'un monde sunnite unifié s'opposerait à un monde chiite homogène. Au niveau linguistique, c'est la même chose. Les Turcs, les Iraniens, les Israéliens ont bien sûr leur propre langue. L'arabe est une langue commune à de nombreux pays, mais elle se décline en une multitude de dialectes nationaux ou locaux. On ne parle donc pas le même arabe qu'on soit à Aden, au Caire ou à Rabat. Les pays arabophones comportent de nombreuses minorités linguistiques, comme les Kurdes par exemple. Comme les populations kurdes sont réparties sur 4 États, les cultures et les langues kurdes varient également que l'on se trouve à Erbil ou à Diyarbakır. Avec toutes ces multitudes et ces diversités, comment peut-on parler de la région en un seul bloc ? Au fond, le seul trait commun à la région, c'est sa démographie. La région est aujourd'hui jeune, éduquée et ouverte au monde, mais souvent frustrée par les échecs économiques et politiques à assurer un avenir décent à toute une génération. Et c'est ce que nous sommes allés rencontrer. En fait, bien plus que de conflits perpétuels, c'est une région aux beautés éternelles, un espace de partage des cultures et des langues qui cherche à s'associer. Itinéraire d'Orient, c'est une association et un documentaire. Pendant un mois, nous avons traversé 5 pays pour rencontrer des journalistes, des dignitaires religieux, des universitaires et des associations qui nous ont aidés à saisir les dynamiques à l'œuvre dans la région. Le documentaire est dédié aux espoirs de ces sociétés civiles et aux réussites de ceux qui travaillent à changer les choses localement, à se construire un avenir meilleur. Parler d'Israël sans la Palestine et parler de Palestine sans Israël est impossible. Les deux populations sont imbriquées dans un destin qui les surpasse bien souvent. Les ingérences étrangères, les allers-retours permanents des imaginaires politiques et religieux ont fait du conflit l'une des affaires les plus lourdes du XXe siècle et encore aujourd'hui. Pour le comprendre, il faut revenir aux origines de la création de l'État juif. Alors qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les massacres dans les camps de la mort révèlent au grand jour la haine de toute l'Europe contre les Juifs, la fondation d'une terre hébraïque apparaît comme une possibilité et une nécessité. Projet biblique, touchant aux origines du judaïsme, le projet est soutenu politiquement par des intellectuels et des politiques depuis le XIXe siècle, à l'image de Theodor Herzl. Cette volonté politique d'un État juif s'appelle le sionisme. Occupants controversés, les Britanniques se retirent en 1948 de la Palestine, laissant derrière eux les violences entre Arabes et sionistes. Les dirigeants des structures qui organisent l'exil des populations juives vers la Terre Sainte décident de proclamer la naissance d'Israël. La proclamation de David Ben-Gourion n'indique aucune limite territoriale à Israël, ce qui inquiète ses voisins arabes. Dès le lendemain, le 15 mai 1948, les forces syriennes entrent en action, suivies par la Jordanie, l'Irak, le Liban, l'Arabie saoudite et l'Égypte. L'émissaire des Nations Unies est assassiné par les forces israéliennes et aucune des parties ne souhaite de négociation. En 10 jours, les forces arabes sont vaincues par des Israéliens qui jouent leur survie. Ce premier conflit crée les conditions de tous ceux qui vont suivre. On parle alors de conflit israélo-arabe. Avant même la guerre de 1948, les Arabes palestiniens sont obligés de quitter leur maison face à l'avancée du futur État d'Israël. Ils étaient alors 700 000. L'ONU crée alors l'UNRWA, chargée de cette situation d'urgence. Cette organisation est toujours active et le problème politique du retour des réfugiés n'a jamais été résolu.
En 1993 et 1995, les accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens envisagent une solution du conflit par le transfert progressif de l'autorité aux Palestiniens sur leur territoire. La Cisjordanie est alors divisée en 3 zones. La zone A relève de l'autorité palestinienne. Il s'agit des grandes villes comme Naplouse, Ramallah ou Bethléem, soit 20% du territoire. La zone B comprend le reste des localités palestiniennes, soit 30% du territoire. Elle est administrée civilement par l'autorité palestinienne, mais Israël y dispose d'un contrôle militaire. Enfin, la zone C comprend la moitié du territoire cisjordanien et est administrée par Israël. La répartition des compétences entre Israël et l'autorité palestinienne n'a jamais évolué depuis. Le morcellement de l'espace politique palestinien atteint profondément la liberté de circulation de ces populations. Les accords d'Oslo, qui marquaient un grand pas vers l'autonomie de la Palestine, sont signés par Yasser Arafat et le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Mais le mouvement palestinien est loin d'être unifié, et ce, dès le début du conflit. La création de l'autorité palestinienne n'est pas sans poser problème. De nombreuses tensions existent, notamment sur la radicalité à adopter face à l'adversaire israélien et sur le degré de religiosité du mouvement. Lorsque l'on marche dans Jérusalem, on ne se rend pas compte, tellement le touriste est absorbé par l'atmosphère religieuse à chaque coin de rue. Cumulant les lieux saints des 3 grandes religions monothéistes, Jérusalem a fait l'objet d'une attention particulière. À elle seule, la ville symbolise le conflit en terre de Palestine. Depuis la guerre de 1967, la séparation entre les parties israéliennes et arabes sont matérialisées par la ligne verte. Cependant, la loi israélienne annexe Jérusalem-Est et en fait sa capitale. Ce fait accompli n'est pas reconnu par la communauté internationale, dont les ambassades sont installées à Tel Aviv. L'explosion du nombre de colonies autour de Jérusalem entérine la présence israélienne dans les quartiers arabes. L'élection de Donald Trump et les violences à l'été 2017 montrent bien que le statut de Jérusalem est encore un dossier explosif. Les colonies empêchent toute continuité territoriale. Lorsqu'Israël conquit la Cisjordanie à l'issue de la guerre des 6 jours en 1967, aucun citoyen israélien ne résidait dans cette zone. 50 ans plus tard, on y trouve environ 600 000 colons. À l'origine, les colonies sont motivées par des intérêts sécuritaires, cherchant à créer des avant-postes stratégiques dans des zones faiblement peuplées. Mais l'État israélien va vite se trouver confronté à une vision juive orthodoxe radicale au sein de sa population, avec le mouvement Gush Emunim, notamment dans les années 70. Permission from the government. I don't think that a Jew needs permission to live in Jericho from anyone. Ces colons, portés par une vision messianique, vont s'installer autour ou à l'intérieur même des plus grandes villes palestiniennes, se heurtant dans un premier temps aux autorités israéliennes. Leurs revendications en Cisjordanie, qui se basent sur les territoires antiques de Judée-Samarie, vont finalement se diffuser dans la société et la politique israélienne, ouvrant la porte à l'installation progressive des colonies. Tous les colons ne sont cependant pas des fanatiques religieux ou nationalistes. En fait, la plupart des colons actuels sont simplement des personnes pragmatiques, recherchant l'amélioration de leur niveau de vie à proximité de la ligne verte, donc proche d'Israël, attirés par des prix immobiliers modérés. Malgré les accords d'Oslo qui interdisent la création de nouvelles colonies, des colons continuent de s'installer illégalement dans les territoires occupés. C'est un sujet politique extrêmement clivant dans la politique israélienne, avec un État qui oscille entre démantèlement et soutien aux colons. Ce fut le cas à Gaza en 2005. En février 2017, une loi passée par le Parlement israélien entérine ainsi des dizaines d'installations illégales en Cisjordanie. Pour comprendre ce phénomène, nous sommes allés à Hébron, une des plus grandes villes palestiniennes. Elle a été l'objet de la première implantation de partisans du mouvement religieux Gush Emunim et accueille aujourd'hui plus de 800 colons israéliens en son sein. La ville d'Hébron est constamment le théâtre de faits divers sordides, voyant un soldat israélien être poignardé ou un jeune palestinien abattu. The unique city in the West Bank, which you already have Israeli illegal settlements in the heart and the center of a city. À Hébron, c'est plus difficile à cause de l'occupation de centre-ville, parce que la vieille ville est occupée, il y a une colonie qui est implantée dans la vieille ville. Auquel s'ajoute le poids d'enjeux mémoriels importants pour les narratifs des deux populations, comme avec le tombeau des patriarches, lieu saint pour les 3 grands monothéistes qui abriteraient les tombes des prophètes Abraham, Isaac, Jacob et leurs épouses. Le bâtiment a été reconnu en juillet 2017 comme patrimoine mondial en tant que site palestinien. Cette décision de l'UNESCO a provoqué un vif tollé en Israël. עוד החלטה הזויה של אונסקו. הפעם הם קבעו שמערת המכפלה בחברון זה אתר פלסטיני, משמע לא יהודי, ושזה אתר בסכנה. לא אתר יהודי. מי קבעו שם? אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, לאה, האבות והאימהות שלנו. ואתר בסכנה? אז אנחנו נמשיך לשמור על מערת המכפלה, על חופש דת לכולם, ונמשיך לשמור גם על האמת.
Pour saisir l'histoire de cette ville si particulière, nous sommes allés à la rencontre de l'ONG Visite Hébron. Elle propose un tour à double narratif d'une journée, qui commence par une visite menée par un guide israélien, puis par un guide palestinien. The Arab suicide bomber chickens. Okay. La tension dans la ville est palpable. Les colons obligent par leur présence les soldats israéliens à être constamment sur leur garde, ce qui entrave les faits et gestes des résidents palestiniens. La cohabitation entre les deux populations engendre de nombreuses violences et autres incivilités. So during our walking down in the old city, you found already the fences, which is over the Palestinians. All these fences was protected by the Palestinians to protect the one who's walking down, because settlers, as I say, they are the extreme one, and there is no law can sue them. They can do whatever they want, and no one can judge them. So they can throw garbage, urine, eggs, dirty water, whatever they want, and even the covers in the old city is damaged. L'ONG Youth Against Settlement nous a décrit leurs moyens de résister au jour le jour aux pressions exercées par les colons. We believe in non-violence as our way, as a way to struggle, as a way to rebel against the occupation. So we depend 100% on the youth. Documentation is one of the most important things for Youth Against Settlements. So we documented many films about the attacks of settlers and soldiers on the area. Cette situation tendue et ses entraves à la circulation rendent difficile le développement de l'économie palestinienne. Nous avons rencontré Work Factory à Ramallah, un espace de coworking visant à favoriser l'émulation entre des startups palestiniennes. So you have restrictions on water, you have restrictions on access to land, you have the annexation law that has, cut through and taken people's land. So there's no airport in Palestine, which means that anytime I want to go on vacation or go visit my family in the US, I need to budget a whole extra day to go through the Allenby Bridge, which can cost up to $200 of just, additional costs going through that route. So imagine, people who are trying to run a business and to be connected in the global economy. It's unrealistic to expect them to export products that are competitive in the international markets under these conditions, let alone with Israel, right? Considering that we have a customs union with Israel, means that there's the free movement of goods between the two sides. And on one side you have significant constraints on everything from how much water you have access to which trade routes you can go through, and on the other side you have free movement. Pour eux, la situation ne doit pas être un prétexte à l'immobilisme. I grew up here in Palestine. I went to school here. I graduated university here. Lived here most of my life, and I feel our persistence is what makes us really, here today. We're still alive and we're still existing, and our fight is constant. I'm here, I'm thinking about positives. I don't think about the occupation. I don't think about the challenges that it puts on me. I just think about solutions. That's all I want to think about. And that, of course, there are those challenges, and there is an occupation, and there's things that I feel indirectly, constantly, on a daily basis. Like, I don't have water in my apartment right now, right? And that's not good as in for an entrepreneur. I feel like innovation isn't a matter of West or East, or, it's like academia. There's no set point. There's no, I don't believe in Eurocentrism when it comes to philosophy, Where did that come from before that? So I feel like entrepreneurship is a form of connection. Cette frustration constante avait abouti en 1987 et dans les années 2000 à un vaste mouvement collectif de protestation, les fameuses intifadas ou guerres des pierres. Aujourd'hui, il ne reste de cette mobilisation qu'une vague d'attentats isolés. What we saw now, it's lone wolves attacks, which is 200 people is nothing compared to the first and second Intifada. We were talking about thousands of people in the street throwing stones and stuff. We're lacking the numbers. What we see now, is the end of the number, because the majority are fatigued. They understand that if they just go to the street or creating Intifadas and there's no plan B after that, it's wasteless. In the past, we had all this violence edited for us, and we got the news with a spoonful of sugar, because everything was added. There was a terror attacks, and you can see only few images. You would never see bodies and stuff like that. Today, every 10 years old can get all this information in his, on his iPhone.
you know, when you watch it, either you feel much more insecure from one side, or there is a lot of call of revenge. The focus is not on the Palestinians. I came now from the MI6, MI5, I was in France Parliament. Nobody was asking about the Palestinians. C'est difficile pour les Palestiniens d'avoir l'impression d'être une cause oubliée, et notamment le fait que l'attention médiatique se porte sur le conflit en Syrie, par exemple, ou des questions liées à la Syrie ou à l'Irak. C'est quelque chose qui est douloureux, parce qu'ils ont l'impression que voilà, qu'ils ont raté le coche et qu'on s'occupera plus d'eux. Cependant, la Palestine est dépendante de l'aide internationale. People joke that the NGOs is probably one of the strongest industries in Palestine. Think about it. Like you'll get paid triple the amount for working at Mercy Corps or any other international organization. While if you work at the work factory, you're getting paid, you know, less. L'investissement de réflexion autour de la colonisation parfois peut freiner la réflexion sur d'autres choses, notamment des questions de politique intérieure, des questions de droits des minorités, des questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup de gens qui disent ben voilà, mais en fait quand tout dépend de quand on aura un État. Donc quand on aura un État, notre personnel politique sera plus légitime, sera plus compétent. Quand on aura un État, on pourra davantage s'impliquer pour nos droits, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pratique de la démocratie régulière et organisée, et cadrée et on va dire un peu normalisée dans les territoires palestiniens. Outre le problème cardinal que pose l'absence de souveraineté, les élections législatives de 2006 ont conduit à l'éclatement de la représentation politique du peuple palestinien. Le Hamas gagne les élections et dirige la bande de Gaza, tandis que le Fatah se cantonne à la Cisjordanie. Tous deux prétendent représenter le peuple palestinien. S'en est suivi le conflit des frères, une guerre entre les deux parties qui a pris fin avec les accords du Caire et de Doha en 2011 et 2012. Les politiciens n'ont pas non plus les coups des franches. Par exemple, un des hommes qui est le plus rassembleur pour les Palestiniens, c'est un type qui est en prison et qui est pour de bon et qui sera sans doute un moment. C'est Marwan Barghouti. Et c'est le type qui fédère le plus l'opinion palestinienne. Qui est Marwan Barghouti ? Emprisonné depuis 2002 pour terrorisme par Israël, il est le symbole de la résistance palestinienne. Présent sur les murs de nombreuses villes que nous traversons, il reste le visage de l'espoir pour de nombreux Palestiniens qui espèrent sa libération. And I think that my people is ready for peace with the Israeli people. Face à ces problèmes externes liés à l'occupation et les difficultés d'organisation interne, l'ONG Project Hope à Naplouse a décidé de prendre les choses en main. Le projet est né dans une période très difficile en Palestine. C'était juste après avril 2002 où l'armée israélienne a réoccupé les villes. Donc il faut imaginer des chars israéliens qui se baladent dans les rues de la ville. Donc il y avait des chars dans les rues à la place des voitures. Il y avait des périodes de couvre-feu. Donc le couvre-feu, c'était pas seulement la nuit, c'était 24 sur 24. Donc des périodes longues de couvre-feu avec des levées de couvre-feu de 4 heures ou 5 heures par semaine. Et le reste du temps, c'était un couvre-feu total. Donc les écoles étaient arrêtées, les universités étaient arrêtées, la vie s'est arrêtée pendant cette période-là. Et donc c'est là où l'initiative est née. L'idée c'était d'essayer de proposer des activités aux enfants dans les immeubles où ils habitent. On travaille avec les enfants, c'est très important de montrer aux enfants qu'il y a d'autres gens dans ce monde qui pensent à eux. Parce que moi je me souviens quand j'étais gamin par exemple, je pensais que dans ce monde il y avait que nous et ces soldats israéliens, il n'y avait personne d'autre, qu'on était seuls sur terre. L'idée est très simple, c'est de faire venir des bénévoles, que ce soit étrangers ou palestiniens. Et donc ces bénévoles partagent leur savoir-faire. I just came out of a class and I was teaching the word to protect, the verb to protect. And I was using a fill-in-the-blank worksheet. The sentence was, the army blank the citizens of a country. And most of the class, about 90%, said the army hunts the citizens of a country. So we had a big problem with that. I had to explain the difference between hunting and protecting. Protects citizens. It saves them. Hunt is to shoot them. Et pour nous, pour les Palestiniens, l'éducation a été toujours importante. Fin des années 80, dans les pays arabes, la Palestine avait le pourcentage le plus élevé des gens éduqués. A lot of people like to paint a very rosy picture that Palestinians are amongst the most educated people in the world, the highest literacy rates, graduation rates. But the
fact on the ground is that you have a serious disconnect between the needs of the private sector and the skill set that people are graduating with. Outre l'éducation, la résistance palestinienne a également son pendant culturel. On a organisé des activités culturelles pour la ville dès le début. On a commencé à faire ça parce que c'est quelque chose qui manque. J'appelle ça la résistance par la culture. Je pense que c'est très important et il faut continuer à faire ça. La défense de la culture palestinienne se retrouve également dans l'art palestinien, marché qui est aujourd'hui en plein essor. Nous rencontrons Aline Khoury, qui travaille à la galerie d'art Al-Mamal à Jérusalem-Ouest. And they started working in a temporary space just across the street from here, doing art workshops, inviting artists from abroad to do residencies, to get to know Palestine and work with the community, and they do exhibitions. So it was a bit of an exchange for both local artists as well as abroad, like a meeting space. So the main goal of Al-Mamal was primarily to promote Palestinian art and culture, but that doesn't mean that we only exhibit for Palestinians. So we try to give the opportunity for emerging artists to do their first solo shows or participate in group shows. So we've really tried to expand our network and reach out to all Palestinians to tell them that no, there is a space for you to exhibit, to talk, to converse, to do exchanges. So really, that's the core for us, to really work together collectively. C'est difficile pour un artiste qui vit dans les territoires palestiniens de couvrir autre chose que des questions qui sont liées à la politique ou à l'occupation de près ou de loin. Vous, la situation ici, c'est qu'on n'a pas toujours l'occasion d'organiser des belles événements musicaux. Et ça, c'est l'occasion de faire ce concert, d'organiser ce concert ce soir dans la vieille ville, qui est très important pour nous. Hi, my name is Ala Shilalde. I play the violin with the Ramallah Orchestra. I came from Ramallah, Palestine. I played with this orchestra because it's very nice and it gives a message. Je m'appelle Ramzi Abou Radwan, je suis musicien palestinien, né à Bethléem et grandi dans le camp de réfugiés de la Marie, qui est à côté de la ville de Ramallah. Je m'appelle Aurélie, je viens de l'Orchestre de Chambre de Paris et on est venu ici pour partager avec des jeunes Palestiniens notre passion, la musique classique. Et c'est ma première fois ici, certains de mes collègues viennent depuis 10 ans maintenant. D'abord, l'Orchestre de Ramallah a été créé en 2008 par l'association Al-Kamanjati. L'objectif a été de pouvoir donner la possibilité à des musiciens, à des élèves et des profs à pouvoir s'exprimer en musique classique et en musique arabe arrangée en forme orchestrale. Well, I'm Verina Fernandez and I'm violinist from Spain. We mix culture, we know more about each other, that is very important for Occident and Orient.
الشباب شيخ الشباب عريسنا عريسنا شيخ الشباب شيخ الشباب عريسنا. There's a say also, they say that if you don't interfere, you'll be ruled by stupids. How true is that?